voici la vidéo règle de Lords of Xidit, un jeu de gestion et de programmation pour 3 à 5 joueurs à partir de 12 ans, même s'il y a marqué 14 sur la boîte, on peut y jouer à partir de 12. C'est un jeu de Régis Bonnessé, édité par Libellude. Au niveau matériel, on commence par un grand plateau de jeu qui représente le royaume de Xidit, qui est composé de 9 régions et de 21 cités, comme ceci. Vous allez ensuite trouver 5 plaquettes de programmation, comme ceci. Alors ces plaquettes ont des petites molettes qu'il vous faudra évidemment monter lors de la première partie, qui vous permettront de faire des programmations dans le jeu. Chaque joueur choisit sa couleur et va récupérer la plaquette de la couleur correspondante, ainsi que le paravent de la couleur correspondante, que l'on va pouvoir ensuite placer devant soi pour cacher ces objets au fur et à mesure du jeu. Chacun reçoit ensuite un pion Hydrakis avec un petit socle en plastique, ainsi que des étages de magie qui se présentent comme ceci. On a ensuite 3 marqueurs de score, un marqueur de programmation et une vingtaine de jetons bardes qu'on va pouvoir placer derrière son paravent. Vous avez ensuite un pion année que vous allez placer sur la case première année ici, ainsi qu'un petit fort à fabriquer, en fait, que vous allez placer au centre du jeu. Vous allez ensuite trouver 70 petites unités, comme ceci, en 5 couleurs différentes. Il y a effectivement des paysans, des archers, des infanteries, des prêtres, et enfin des mages de bataille, qui vont être disposés dans la caserne qui est dessinée sur le plateau de jeu, ici. Vous avez ensuite 3 tuiles de décompte que vous allez mélanger et placer au hasard sur les 3 emplacements correspondants du plateau de jeu, ici. Et en fonction du nombre de joueurs, vous allez les placer sur leur recto ou leur verso. Alors il y a effectivement un petit symbole dessiné tout en haut de ces tuiles, ici, représentant un personnage se faisant éliminer. Si vous jouez à 3 ou à 4 joueurs, vous laisserez la face où il y a un seul petit bonhomme de dessiné en haut. Par contre, si vous jouez à 5 joueurs, eh bien, la tuile 1, vous la retournerez sur la face où il y a 2 petits bonhommes éliminés. Vous avez ensuite un ensemble de forains d'or en valeur 1, 2 et 5 que vous allez placer dans le coffre ici. Puis vous avez 6 tuiles colosses, 2 avec 3 pions point d'interrogation marqués, 2 avec 4, 2 avec 5, et vous allez disposer ces jetons au hasard face cachée sur les emplacements correspondants du plateau de jeu. Donc là avec 3, là avec 4 et là avec 5. Vous trouverez ensuite 2 piles de tuiles citées, certaines ont une couronne, les autres n'ont pas de couronne. Si vous jouez à 3 joueurs, vous utiliserez uniquement les tuiles avec une couronne. Si vous jouez à 4 ou à 5, vous utiliserez les autres tuiles et celles-ci pourront être remises dans la boîte. Alors je reviendrai en fin de vidéo règle sur la variante à 3 joueurs, car effectivement il y a quelques modifications de jeu. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur le jeu à 4 et 5. Logiquement, au niveau matériel, il vous reste d'ailleurs un plateau joueur neutre avec 3 petits marqueurs comme ceci, ainsi que 3 marqueurs de décompte de joueurs neutres et 2 tuiles spéciales. Et bien ces éléments-là ne sont utilisés que dans la version à 3 joueurs. Pour l'instant, nous allons donc les remettre dans la boîte. Pour en finir avec le matériel, il existe aussi 3 tuiles comme ceci qui permettront de faire des parties courtes. Nous y reviendrons aussi un peu plus tard. Et enfin, un jeton de premier joueur qui sera attribué au joueur le plus âgé autour de la table et qui le placera devant lui. Ensuite, nous allons mettre en place les cités et les menaces de départ. On va donc prendre les tuiles que l'on a sélectionnées, bien les mélanger, et ensuite placer les 5 premières sur le plateau de jeu, sur cette face-là, qui est la face recrutement. Là, il y a un de représenté, on va donc tout simplement la placer sur la ville, enfin sur la cité, marquée 1. Hop, elle se trouve là. Ensuite, je prends la suivante, c'est la 20 que je place ici, la suivante, la 6, la suivante, la 2, la suivante, la 16, et enfin non, nous avons terminé, pardon. Donc on a placé 5 tuiles recrutement. Ensuite, on va prendre 5 autres tuiles que l'on va placer cette fois-ci sur leur autre face, qui est la face menace.
il y a aussi le chiffre d'indiqué ici. Donc là, le 12, je la place là. La suivante, c'est le 11 que je place ici. La troisième, c'est le 15. La quatrième, c'est le 21. Et la cinquième, c'est le 8 qui se trouve là-bas. Il nous reste alors 11 tuiles. On va prendre les 5 premières que l'on va placer sur la pile de recrutement qui se trouve ici. Et les autres vont être placés sur leur face menace sur cette pile ici. Ensuite, on va pouvoir prendre la première tuile de la pile de recrutement et la placer comme ceci. La première tuile de la phase menace, la placer comme cela. Il ne nous reste alors plus qu'à remplir les tuiles de recrutement qui ont été placées sur le plateau de jeu. Effectivement, chacun des petits cercles correspond à une couleur d'unité que l'on va placer immédiatement en jeu sur la couleur correspondante. Donc là, par exemple, 2 paysans, un archer, une infanterie, et un prêtre, et on fait ça sur toutes les tuiles grises. Ceci étant fait, nous sommes prêts à débuter la partie. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, dans Lord of Sidith, nous sommes dans un royaume magique attaqué par de sombres engences qui attaquent différentes villes. Vous êtes des seigneurs de guerre qui allez tenter de recruter en fait des personnages pour former des armées capables d'éradiquer en fait les monstres qui attaquent les cités et peut-être même les colosses qui risquent d'apparaître à tout moment. À la fin du jeu, le joueur qui aura réussi à réunir le plus de renommée possible l'emportera et sera déclaré sauveur du royaume. Alors, le principe de base du jeu est assez simple. Il va vous falloir récupérer des unités qui se trouvent sur les tuiles de recrutement et grâce à ces unités que vous aurez gagnées, vous pourrez défaire les monstres qui attaquent les cités comme ceci et qui demandent que vous défaussiez en fait les personnages de la couleur indiquée en dessous. Ensuite, vous gagnerez des récompenses pour avoir tué ces monstres. Alors, pour débuter, nous allons tout d'abord placer notre Hydrakis sur la case de notre choix. À commencer par le premier joueur, le plus âgé qui a reçu la plaquette de premier joueur. Chacun va, à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre, placer son personnage sur la case cité de son choix. Ça peut être une cité vide ou une cité qui comporte une tuile. Il n'y a pas de problème. Par contre, personne ne peut se mettre sur la même case qu'une case déjà choisie par un autre joueur. Donc imaginons par exemple qu'on commence par le joueur rouge. Le joueur bleu pourrait décider de se placer à côté et ainsi de suite. Alors ensuite, comment va se dérouler le jeu? Eh bien le jeu se déroule en 12 années. Lors de chacune de ces années, les joueurs vont faire une phase de programmation et ensuite ils feront une phase de résolution de leurs actions. À tour de rôle, jusqu'à ce qu'on ait tous fini toutes ces actions. Ceci étant fait, on passera à l'année suivante où on refera la même chose. Donc le jeu est assez simple dans son fonctionnement, malgré la profusion de matériel qui peut parfois faire un peu peur avant de débuter une première partie. On commence donc la première année par la phase de programmation. Alors cette phase est simultanée, tout le monde va prendre sa petite plaquette de programmation et il va prévoir les 6 actions que va réaliser son personnage lors de cette année. Alors, il y a des petites molettes comme ça que l'on peut tourner. On peut choisir des déplacements sur les chemins. Effectivement, entre chaque cité, il y a des pointillés qui représentent différentes couleurs de chemin. En choisissant une couleur de chemin, vous pourrez déplacer votre personnage d'une cité à une autre. Donc, par exemple, pour ce joueur rouge, si je choisis de me déplacer avec lui sur une ligne rouge, eh bien mon personnage partira de cette cité et suivra la seule route rouge qui part de cette cité, c'est-à-dire celle-ci, pour se retrouver dans cette cité-là. Donc vous pouvez choisir comme ceci pour chacun des ordres, eh bien, trois couleurs possibles en fait de chemin. Il y a aussi la possibilité de ne rien faire. Si vous choisissez cette petite croix, ça voudra dire que pour cette action-là, vous ne ferez rien. Et enfin, vous pouvez choisir l'action recruter ou combattre les monstres si vous vous trouvez sur une tuile correspondante. Alors, une fois que chacun a sélectionné secrètement ses ordres, eh bien on va pouvoir révéler tous ensemble, en fait, les mouvements que l'on a prévus, et évidemment on n'a plus le droit de changer les déplacements et les actions prévues.
On commence donc la phase de résolution par le premier joueur qui va effectuer sa première action. Alors à ce moment-là, on va tout simplement prendre le petit jeton d'action, on va regarder, donc le joueur rouge a décidé en première action de se déplacer en suivant une route rouge. Il va donc se déplacer, hop, jusqu'à cette ville-là. Alors au début du jeu, on s'est placé sur des villes différentes, mais ensuite on peut très bien se retrouver, même tous les joueurs, sur la même case, il n'y a pas de problème. Il a donc terminé sa première action, on passe donc au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, là c'est le joueur bleu, qui lui aussi va réaliser sa première action. Celui-ci a par exemple choisi de se déplacer en suivant une route rouge, hop, il va venir se rendre sur cette ville-là, finalement ils ont échangé leur place. Le joueur suivant est le joueur noir qui a décidé de faire une action de recrutement ou de combat sur la case où il se trouve. Il se trouve sur cette case-là, c'est une ville de recrutement, il est donc obligé de faire le recrutement car effectivement on est toujours obligé de réaliser l'action qu'on a prévue si elle est possible. Donc là pour le recrutement, on va s'attarder un peu sur la tuile de recrutement. Effectivement, sur chaque tuile, il y a eu des personnages de placer, mais on ne peut pas récupérer n'importe lequel lorsqu'on fait une action de recrutement. On est obligé de suivre les petites flèches qui sont dessinées, et donc on va être obligé de prendre les personnages un par un, dans l'ordre indiqué. Donc là, en faisant une action de recrutement sur cette tuile-là, eh bien le joueur noir est obligé de récupérer le premier personnage, c'est-à-dire un paysan qu'il va pouvoir placer caché derrière son paravent. Le joueur suivant est le joueur vert qui lui aussi a décidé de faire en première action une action de recrutement. Il se trouve sur cette case-là, il récupère donc lui aussi la première figurine qui est ici un paysan et qu'il cache. Enfin, le joueur jaune a choisi de se déplacer en suivant une ligne noire du plateau de jeu, il se trouve ici, hop, il se retrouve donc à la fin du tour sur la même case que le joueur bleu. On peut alors entamer la deuxième action par le premier joueur, c'est le joueur rouge. Il a décidé de faire une action de recrutement sur la case où il se trouve. Il récupère un paysan qu'il met derrière son paravent. Ensuite, le joueur bleu a décidé de ne rien faire. Il reste donc sur la case ici. On passe au joueur noir qui a choisi comme deuxième action de suivre une ligne rouge. Comme il est ici, il va sur cette ville-là. Le joueur vert a décidé de suivre une ligne noire. Il se trouve à cet endroit-là, donc hop, il remonte à la ville suivante. Puis enfin, le joueur jaune a décidé de recruter à l'endroit où il se trouve. Il est ici, il prend donc le paysan et le place derrière son paravent. Et ainsi de suite, les joueurs vont réaliser leurs actions jusqu'à ce qu'ils arrivent à la sixième et dernière action. Alors, attention sur les actions de recrutement. Par année, chaque joueur ne peut récupérer qu'une seule figurine par cité. Il sera donc interdit de rester sur place et de faire plusieurs fois l'action recruter, ou bien de recruter, de se déplacer, de recruter, de revenir sur une ville qu'on a déjà passée et de recruter à nouveau. Donc il faudra bien faire attention à ça lors de sa programmation. Si jamais on recrute alors qu'on a déjà recruté sur une cité, eh bien malheureusement, on ne recevra pas la figurine correspondante. Une fois que tout le monde a fini sa sixième action, eh bien c'est très simple, on va déplacer le marqueur de tour sur la deuxième année et on va faire passer le marqueur de premier joueur au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. À nouveau, chacun peut récupérer sa plaquette de programmation, faire sa nouvelle programmation face cachée et ça sera reparti avec résolution de l'action 1, de l'action 2, etc. Alors, que va-t-il se passer lorsqu'un joueur décide de recruter et qu'il va recruter la dernière figurine disponible sur un plateau de recrutement? Eh bien, tout simplement, la tuile qui est donc vidée va immédiatement être placée sur sa défausse qui se trouve ici, à côté des monstres qui arriveront plus tard. Et immédiatement, on va faire apparaître une nouvelle tuile de recrutement qui est celle qui a été placée à cet endroit-là. Il y a une petite flèche qui indique, hop, on va immédiatement la placer sur le plateau. Il suffit tout simplement de regarder le chiffre pour savoir sur quelle ville on va la placer.
Et dès qu'on a fait ça, on va prendre la tuile du dessus du deuxième paquet et le placer ici. La prochaine tuile à arriver sera donc la 13 et on voit que la suivante sera donc la 17. On peut donc anticiper sur les tuiles qui vont arriver et les villes sur lesquelles on pourra recruter. Et comme on les place immédiatement lors du tour du joueur qui a vidé en fait la tuile, eh bien on peut aussi prévoir une apparition de tuiles et prévoir d'y aller immédiatement pour recruter. Évidemment, la tuile que l'on a placée, eh bien on y met immédiatement aussi les personnages à recruter, donc on la remplit en fait de petites figurines provenant de la réserve, et on continue le tour là où il en est. Alors, parlons maintenant des monstres qui sont sur le plateau de jeu. Pour pouvoir les tuer, il faudra pouvoir fournir en fait les 2 pions qui sont indiqués sur la tuile. Donc par exemple, si le joueur rouge arrive ici, et qu'il choisit l'action recrutée, enfin l'action flèche verte comme ceci, eh bien il devra combattre le monstre s'il possède derrière son paravent, évidemment, les personnages de la couleur correspondante. Alors, si jamais on ne possède pas ces personnages, eh bien il ne se passera rien. On a tout à fait le droit d'aller sur les tuiles où se trouvent des monstres, même si on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir les combattre. Ces cases ne sont pas bloquées, on pourra les traverser de façon normale. En revanche, si on possède les personnages, eh bien on va tout simplement les rendre et les remettre dans la réserve générale du plateau de jeu, et immédiatement on va combattre le monstre et obtenir une récompense qui dépend de ce qui est indiqué sur la tuile. Alors là, par exemple, pour celui-ci, il nous permet d'avoir ceci comme récompense, ça ou ça. À chaque fois, les récompenses sont sous ces 3 formes, c'est-à-dire des tours de mage, des sous, ou bien de la renommée. Le joueur, parmi ces 3 disponibilités, va choisir seulement 2 récompenses. Il peut par exemple choisir les tours plus la fortune, ou la fortune plus la renommée, ou la renommée et les tours. Il ne peut en choisir que 2. Alors, première récompense possible, celle de mettre des étages de tours de magie. Si le joueur choisit ceci, eh bien il pourra placer 2 étages pour se constituer une tour de magie par rapport aux petits pointillés qui partent de la case où il a tué le monstre. Attention, à partir du moment où un joueur a commencé à construire une tour de magie sur un emplacement comme ceci, plus personne ne peut construire de tour de magie à côté ou sur sa tour. Il sera interdit à un joueur suivant qui tuerait un autre monstre à cet endroit-là, par exemple, de placer un étage de sa couleur sur une tour appartenant à un autre joueur. L'emplacement est pris. Par contre, si jamais un autre monstre revient ici et que le même joueur parvient à le tuer, il pourra, s'il le souhaite, continuer à construire sa tour de mage. Mais attention, une tour de mage est limitée à 4 étages au maximum. Donc si par exemple une tour de mage a déjà 3 étages et qu'un joueur décide d'obtenir ce bonus, eh bien il ne placera qu'un étage supplémentaire et il ne pourra pas passer à 5. L'étage supplémentaire est donc perdu. Deuxième possibilité, gagner des forains d'or sous forme de petits cercles comme ça avec un coffre de dessiné en jaune. Eh bien c'est tout simplement le nombre de forains qu'il pourra récupérer, qu'il pourra récupérer de la banque. Donc là par exemple 5, si le joueur décide de recevoir ce bonus, il pourra prendre 5 de la banque et le placer derrière son paravent, l'argent étant secret. Troisième et dernière possibilité, recevoir de la renommée, c'est-à-dire envoyer des bardes chanter vos louanges après avoir vaincu le monstre. À ce moment-là, on regarde le nombre de petites lyres qui sont dessinées, donc la 4. Le joueur pourra donc prendre 4 jetons derrière son paravent, car nous avons au début du jeu reçu des jetons lyres à notre couleur. Et il va pouvoir placer ces jetons lyres sur les terrains adjacents, sur les territoires adjacents à cette cité. Donc ceci fait un territoire, un deuxième territoire, un troisième territoire. Le joueur choisit de mettre tous ces jetons lyres sur le même territoire, ou bien de les répartir comme il le souhaite entre plusieurs territoires. Alors, tous les territoires, on voit en fait les jetons lyres qui sont placés, et là, les joueurs vont pouvoir chacun mettre des jetons lyres de leur couleur, le but étant d'arriver en fin de partie à avoir plus de jetons lyres que les autres pour gagner les bonus qui sont indiqués sur les cases. Ici, en fin de partie, le joueur qui aura posé le plus de jetons lyres marquera 3 points,
et celui qui est deuxième marquera 2 points. S'il y en a d'autres qui sont placés, ils ne marqueront aucun point. Donc voilà, on essaye de faire ainsi des majorités de jetons lyres et de jetons de renommée dans les différents territoires. Alors attention, il y a un territoire spécial, celui du milieu, où nous avons construit une petite tour comme ceci. C'est le territoire qui rapportera le plus de points si on arrive à en prendre le contrôle, mais exception par rapport aux autres territoires, lorsqu'on va choisir d'y placer des jetons lyres, eh bien on va les glisser à l'intérieur, et donc il y aura un petit peu de mémoire pour se rappeler combien de jetons il y a de chaque joueur à l'intérieur de cette tour qui ne sera révélée qu'en fin de partie. Donc là par exemple, le joueur pourrait parfaitement décider d'en mettre 2 à l'intérieur et puis d'en mettre 2 sur cet autre territoire. Alors après avoir tué ce monstre, le joueur choisit seulement 2 de ses bonus, je vous le répète. Donc là par exemple, il a décidé de prendre les lyres, de faire ce que je viens de faire, et puis ensuite il décide par exemple de placer des tours. Comme il a décidé de faire ces 2 actions-là, il ne reçoit pas d'or de la banque. Ensuite, ce jeton est tout simplement défaussé sur l'emplacement de défausse en fait des monstres, donc on va le placer ici, et comme pour les tuiles de ravitaillement, eh bien un nouveau monstre va apparaître sur le jeu. On va regarder celui qui se trouve ici. Là, c'est le chiffre 9. On place donc en fait ce monstre sur la ville numéro 9. Et ensuite, on décale le premier monstre de cette pile pour le mettre ici. Comme ça, on voit sur quelle ville le prochain monstre arrivera et le suivant qui arrivera ensuite. Alors évidemment, au fur et à mesure du jeu, les joueurs vont épuiser de plus en plus les tuiles de ravitaillement, qui vont donc petit à petit être placées comme cela, et au bout d'un moment, peut-être qu'il n'y aura plus de tuiles, qu'il n'en restera qu'une. Donc par exemple, voilà, si on doit en faire apparaître une nouvelle, hop, qu'elle s'en va, et qu'on déplace celle-ci ici, la pile ici des futurs recrutements est vide. Lorsqu'elle est vide, on prend tout simplement tous les monstres qui ont été placés ici, alors imaginons qu'on ait tué quand même quelques monstres, et on les retourne tout simplement pour re-remplir en fait l'emplacement vide. On fait la même chose évidemment pour les monstres qui vont disparaître petit à petit aussi, et au fur et à mesure du jeu être placés sur cet emplacement-là. Si jamais on en place un ici, que la pile future est vide, on prend toutes les tuiles de recrutement défaussées, on les retourne, et on continue. Alors, petit cas particulier, sur l'échelle de recrutement, si jamais on récupère cette tuile pour la placer en jeu, qu'on déplace ici, et qu'il n'y a rien à retourner pour le placer là, eh bien tant pis, ça va rester comme ça pour le moment. Par contre, si jamais on enlève et qu'il n'y a plus rien en fait qui apparaît, eh bien on va prendre tout simplement la tuile du dessus de la pile des menaces futures en fait, et la retourner pour la placer dans cet emplacement-là en fait. Pour les menaces, si jamais on place celle-ci, hop, qu'on la place et que là-bas c'est vide pour les retourner, eh bien on laisse comme ceci pour le moment, mais si jamais on enlève en fait ce monstre-là qui va se placer sur le plateau de jeu, eh bien on va passer au réveil des colosses. Alors les colosses, ce sont les 3 tuiles qui ont été placées ici en pile. On va retourner chacun des colosses face visible. Alors, précision, si on est déjà plus tard dans la partie, qu'on avait déjà fait une première apparition de colosses et que des colosses ont disparu, eh bien si jamais on doit replacer des colosses, on ne fait que retourner en fait ceux qui ne sont pas visibles, les anciens restent en place. Dès que les colosses sont apparus, on va faire un ravitaillement des renforts. À ce moment-là, on va prendre toutes les tuiles des monstres qui ont été tués, on va les retourner. On va prendre toute la pile des anciens recrutements futurs qui arrivent ici, on va la placer par-dessus la première tuile. Ensuite, on va récupérer les 2 premières tuiles de cet endroit-là pour les replacer à cet endroit-là. Donc là, par exemple, en fait, la première tuile est restée, mais si jamais il n'y en avait pas, eh bien, on aurait pris les 2 tuiles de ce dessus de paquet pour les placer à cet endroit-là. Ensuite, on retourne cette pile face menace visible, on la replace sur les menaces futures, et on fait arriver le nouveau monstre comme ceci.
Alors, comment faire pour éliminer les colosses? Les colosses sont des monstres, mais qui ne sont pas associés à une ville en particulier. On va donc pouvoir les combattre à partir de n'importe quel emplacement de cité, mais de cité vide. Effectivement, là par exemple, le joueur bleu pourrait décider de combattre un colosse, mais le joueur jaune qui se trouve sur une cité qui a une tuile, quelle qu'elle soit, ne peut pas réaliser cette action. S'il a choisi en fait sur son arbre sur la plaquette de programmation, pardon, l'action recruter ou combattre, et bien à ce moment-là, il pourra décider de dire je combats n'importe lequel des colosses, celui de mon choix. Et pour tuer les colosses, il suffit de fournir le nombre de figurines indiquées, quelles que soient ces figurines. Donc là, par exemple, notre joueur pourrait décider de tuer ce colosse en fournissant 4 figurines de la couleur de son choix, qu'il remet dans la réserve comme habituellement. Il tuera alors ce colosse, il gagnera aussi des récompenses associées à ce colosse par rapport à l'endroit où il se trouve par contre. Donc là, les tours de mage, il sera obligé de les placer ici, et s'il choisit la renommée, il devra la placer dans un des 2 territoires adjacents à la cité où il se trouve. Ensuite, le colosse sera tout simplement défaussé définitivement de la partie, on le remettra dans la boîte. La partie se poursuit donc de tour en tour en avançant comme ceci le pion sur les différentes années, et attention, à la fin du tour 4, à la fin du tour 8 et à la fin du dernier tour, le tour 12, il y aura un recensement d'armées dessiné ici. Alors pour les recensements, ça va toujours se dérouler de la même manière, en commençant par les paysans. Chaque joueur va choisir derrière son paravent de prendre ou non des paysans dans sa main, et le nombre qu'il veut, on n'est pas obligé de tout montrer. Ensuite, chacun va mettre sa main face cachée comme ça, et 1, 2, 3, tout le monde va retourner en même temps. Le joueur qui a reçu le plus de paysans va recevoir ici une pièce d'or. On fera ensuite la même chose pour les archers. Celui qui en a le plus recevra 2 pièces d'or. Ensuite, pour les infanteries, le joueur qui en a le plus pourra placer un jeton barde sur une région adjacente à son personnage. Ensuite, on fera la même chose pour les prêtres, et cette fois-ci avec 2 jetons barde pour celui qui en présente le plus. Et enfin, pour les sorciers, celui-ci pourra ajouter un étage de magie à une de ces tours de magie qui est déjà commencée en jeu. Alors, si jamais il y a une égalité entre plusieurs joueurs sur une des majorités, eh bien les 2 gagneront seulement un pion du type concerné. Donc, c'est-à-dire s'il y a un seul pion à gagner, eh bien les 2 ou 3 meilleurs auront un chacun, mais ça sera pareil, là où il y en a 2 de distribués, chacun n'en recevra qu'un seul. Enfin, précision sur les étages de magie, si jamais le joueur qui le reçoit ne peut pas placer immédiatement cet étage car il n'a pas encore construit de tour, eh bien il va placer cet étage derrière son paravent, et la prochaine fois qu'il construira des étages de magie, eh bien il pourra ajouter cet étage gratuit en plus. Alors, le jeu va se terminer lorsqu'on va arriver à la 12e année, on va la réaliser tout à fait normalement. À la fin de cette année-là, il y aura un dernier recensement d'effectuer, et à l'issue de ce recensement, eh bien, on va pouvoir comptabiliser les points pour voir qui l'emporte. Alors, le décompte des points fonctionne par élimination. Effectivement, on les réalisera toujours dans l'ordre précisé du plateau de jeu, et comme on a placé ces 3 tuiles au hasard en début de partie, eh bien à chaque partie, le décompte est un petit peu différent. Dans cet exemple-là, on s'occupera d'abord du premier décompte sur la renommée. Alors, pour la renommée, on va tout simplement regarder le nombre de jetons lyres qui ont été joués par chaque joueur sur chacun des différents territoires du plateau de jeu. Celui qui a le plus de jetons à sa couleur marquera le chiffre qui est marqué en haut. Le deuxième joueur ayant le plus de jetons marquera le chiffre qui est marqué en dessous. Donc là, 3 points pour le jaune, 2 points pour le rouge. Et on fait ceci pour tous les autres territoires du plateau de jeu, y compris le territoire central où les jetons ont été placés face cachée à l'intérieur de la tour. Là, on fait le décompte, pareil, on regarde qui en a le plus, qui est deuxième, qui est troisième. Alors en cas d'égalité, là par exemple, il y a 3 joueurs qui ont le même nombre.
en tête, eh bien chacun d'entre eux va marquer le nombre maximum de points de victoire. Donc là, c'est-à-dire 6. Mais par contre, comme il y a 2 joueurs ou plus qui sont déjà en première place, il n'y a donc pas de deuxième place et donc les 4 points ne seront pas accordés. En cas d'égalité pour la deuxième place, eh bien tous les joueurs à égalité marqueraient 4 points de victoire. Alors pour s'aider à compter ces points-là, eh bien on peut utiliser la petite réglette qui se trouve sur le bord du plateau de jeu en prenant les jetons servant justement à comptabiliser les places. Chaque joueur peut se placer en face du chiffre correspondant qu'il obtient grâce au point de victoire de renommée dans cet exemple. Alors imaginons, pauvre, qu'on termine comme ceci, par exemple, paf paf. Et ensuite, on va reporter ces jetons sur les emplacements du premier au dernier joueur. Donc là, par exemple, si c'est 15 points pour le jaune, il sera en première place. Puis celui-là en deuxième place, en troisième place, en quatrième place et en cinquième place pour le vert. Ensuite, on regarde tout simplement sur la tuile pour savoir combien de joueurs vont être définitivement éliminés et ne gagneront pas le jeu. Là, dans une partie à 5, nous avons vu que la première tuile, on l'a placée sur la face où il y a 2 petits bonhommes d'éliminés. Ça voudra dire que les 2 derniers joueurs, malheureusement, on va retourner leur jeton face cachée pour indiquer qu'ils ne pourront pas gagner le jeu. Ils sont déjà éliminés, il ne reste donc plus que 3 joueurs en lice. On passe alors sur le second décompte. Dans notre exemple, c'est celui sur la fortune. On va retourner aussi face cachée les 2 jetons qui ont été éliminés au premier tour. Ils vont quand même être comptabilisés dans le total, mais par contre, ils ne pourront pas gagner la partie. Alors, pour le décompte de fortune, eh bien c'est très simple, tout le monde va soulever son paravent et on va regarder la fortune que chaque joueur a accumulée tout au long de la partie. On va effectuer le classement de la même façon que pour le premier classement, dans cet exemple-là. Ensuite, on va replacer en fait les jetons par rapport au classement ici. Et malheureusement, le dernier qui n'a pas déjà été éliminé sera éliminé à son tour. Ici, par exemple, le jour noir est déjà éliminé, donc on ne va pas le compter. Le prochain joueur qui est le dernier, c'est donc le joueur rouge qui est éliminé aussi. Il ne reste donc plus que 2 joueurs en lice. Pour le dernier décompte, celui ici de la magie, chaque joueur va tout simplement gagner 1 point par étage de magie qu'il a réussi à placer en jeu. Donc là, par exemple, pour ce territoire, eh bien 4 points de magie pour le rouge, évidemment, accumulés avec tous les autres points de magie accumulés. On fait le total général de chaque joueur pour établir le classement. Ce classement effectué, on place évidemment les jetons dans l'ordre en fait du plus grand au plus petit, et évidemment, le dernier joueur, qui n'est pas encore éliminé, se fait éliminer de façon à ce qu'il ne reste plus qu'un seul gagnant. Alors, que se passe-t-il en cas d'égalité lorsqu'on établit le classement sur un des décomptes? Eh bien, tout simplement, on va regarder derrière le paravent de chaque joueur, et le joueur qui a le plus d'unités, c'est-à-dire de petits personnages derrière son paravent encore à ce moment-là du jeu, sera classé devant l'autre. Si jamais il y a encore une égalité, eh bien ce sera le joueur le plus éloigné du premier joueur dans le sens des aiguilles d'une montre qui sera placé devant son compère. Alors, nous avions vu que si l'on jouait à 4 joueurs, eh bien la tuile était laissée comme ceci, et donc un seul joueur se faisait éliminer lors du premier décompte, ce qui laissera évidemment toujours 2 joueurs au final, avec un d'entre eux à éliminer pour déterminer le gagnant. Alors avec ce système de décompte, nous avons vu que les tuiles sont placées au hasard. Ça établit donc certaines priorités dans le jeu, vous l'aurez compris. Il faudra donc, par exemple, dans cet exemple, s'occuper tout d'abord de la renommée qui sera la plus importante, surtout ne pas être dernier. Être premier, ça ne sert à rien, mais ne pas être dernier, c'est très important. Ici, ne pas être dernier est aussi très important, et évidemment, au dernier comptage, eh bien, il ne faut pas être dernier non plus pour ne pas se faire éliminer. Il faut donc toujours bien calculer où on en est par rapport aux autres joueurs. Mais comme certaines informations sont cachées, comme l'argent qui est caché derrière le paravent des joueurs, eh bien, c'est pas toujours simple de savoir où on en est.
Alors, vous l'aurez compris, Lords of Xidit se joue plus volontiers à 4 et à 5 joueurs qu'à 3 joueurs, car effectivement à 3 joueurs, il va falloir simuler un quatrième joueur, et donc il y a une petite variante d'installation déjà. Nous allons utiliser en fait ces deux tuiles qui vont servir à bloquer ces deux endroits du plateau de jeu. Sur ces deux régions, nous ne pourrons pas jouer de jetons bardes. Par contre, nous pourrons continuer quand même à explorer les villes qui se trouvent ici et à placer cependant des tours de magiciens sur les emplacements du plateau de jeu. Ensuite, pour le reste de l'installation, nous allons utiliser les jetons marqués d'une couronne à la place des autres jetons, et ceux-ci présenteront uniquement 4 renforts au lieu des 5 qu'il y a sur les tuiles sur les parties à 4 ou 5 joueurs. Sur ces tuiles, il y en a aussi moins, car il n'y aura pas les cases représentant le 19, le 20 et le 21. Lors de la mise en place, au lieu de placer 5 tuiles de chaque, vous allez seulement placer 4 tuiles de chaque, c'est-à-dire les 4 premières tuiles qui sont des tuiles de renfort, et les 4 tuiles suivantes pour des tuiles de menace. Pour le reste, on laisse toujours 5 tuiles de recrutement ici, plus la première qui sera placée là, et les tuiles restantes qui sont mises en menace, avec aussi, de la même façon, le premier monstre placé ici. On utilisera les 3 tuiles de décompte du joueur neutre qu'on placera sur les emplacements de décompte. Effectivement, ça fera comme un joueur supplémentaire. Et on utilisera aussi le petit plateau qui correspond au joueur neutre. Alors sur ce plateau, il y a des chiffres qui vont correspondre en fait au niveau que le joueur neutre va atteindre en trésor, en tour de mage et en renommée. Et il ne placera lui par contre pas ces jetons-là sur le plateau, on verra juste son niveau grâce à cette grille-là. Alors on va regarder ce qu'on a placé, puisqu'on a fait le tirage automatique ici. À 3 joueurs, on met avec un joueur se faisant éliminer seulement à chaque tour. On regarde le premier et on va le mettre sur le niveau 6. Donc là, par exemple, comme l'IRC premier, on le met sur niveau 6. Ensuite, on va regarder le deuxième, donc là c'est jaune. On va le placer au niveau 5 et le dernier sera au niveau 4. On dispose ce petit plateau à côté du plateau de jeu. Le reste du jeu se déroule de la même façon qu'à 4 ou 5 joueurs, sauf qu'à chaque fois qu'un joueur éliminera une menace, il gagnera évidemment les bonus comme d'habitude, mais ensuite, ce joueur-là choisira de faire progresser de 1 des niveaux du joueur neutre. C'est lui qui choisira le niveau qui lui paraît le moins désavantageux pour lui à faire progresser d'une case comme ceci. Et ça peut être n'importe lequel des 3 lorsque c'est à son tour de jeu. À chaque fois, donc, les joueurs, petit à petit, vont faire grimper, en fait, les différents niveaux de ce joueur neutre. Et en fin de partie, eh bien, ces points correspondront aux points que le joueur neutre a accumulés sur les 3 domaines. Lors du décompte final, le joueur neutre fera donc partie des joueurs. Donc là, par exemple, avec le décompte, imaginons que ce soit le rouge en dernier, il se fait malheureusement éliminer, car le joueur neutre fait partie des 3 premiers. Si jamais le joueur neutre termine à égalité avec un joueur, il sera placé par contre en dernier. Donc là, le joueur rouge s'est fait éliminer, donc on compte quand même ses points comme d'habitude. Par contre, là, c'est le joueur neutre qui est dernier, donc il sera éliminé. On peut donc sur le 3e niveau éliminer le joueur rouge et le joueur neutre. Et enfin, ici, c'est le joueur bleu qui sera dernier. Ici, ce sera donc le joueur vert qui l'emporte. Enfin, il existe une variante pour jouer en un peu moins de temps. Effectivement, il y a des petites plaquettes comme ceci que vous pouvez placer à la place du tour de jeu normal, de façon à ce que le jeu ne dure que 9 tours. Hop, on placera évidemment le pion sur la case 1. Ensuite, en fonction du nombre de joueurs, vous allez annuler des endroits, en fait, pour qu'il y ait un peu moins de régions disponibles. Si vous jouez à 5 joueurs, vous placerez un marqueur ici. On ne pourra donc pas poser de jetons à cet endroit-là, les jetons lire. Par contre, les villes sont accessibles, pardon. Mais par contre, vous allez retirer du jeu, en fait, la tuile 21 et la tuile 20 par rapport au set de jeu de base. Ensuite, si vous jouez seulement à 4 joueurs, vous enlèverez 2 régions.
Et vous retirerez aussi la 21, la 20 et aussi la 19, sur lesquelles donc il n'y aura ni menace, ni réapprovisionnement qui arrivera. Enfin, si vous jouez seulement à 3 joueurs dans cette version, vous utiliserez évidemment les jetons avec une couronne dessus, mais vous retirerez aussi en fait le jeton 14 et le jeton 18 de façon à ce que seules ces villes-là soient approvisionnées en cours de jeu, évidemment. Les 2 tuiles sont aussi bloquées comme dans la version 3 joueurs de base. Tout le reste du jeu se déroule exactement de la même façon que dans la version longue. Voilà donc pour Lords of Xidit, un excellent jeu de programmation, alors avec un matériel évidemment superbe, vous l'avez vu, des tactiques en fait vraiment très intéressantes. Grâce à la programmation, vous pouvez essayer de prévoir en fait les prochaines tuiles qui arriveront, essayer de prévoir ce que vos adversaires vont faire pour pouvoir jouer juste après eux ou juste avant eux pour récupérer en fait les personnages qu'il vous faut pour combattre les menaces. Voilà, un design vraiment fabuleux et beaucoup de matériel, mais qui en fait cache un jeu d'une assez grande simplicité. Les tours de jeu sont assez fluides, puisque à chaque tour, une fois que la programmation est faite, en fait, les mouvements s'enchaînent assez rapidement entre les joueurs jusqu'à la fin avec ce système de décompte très original. Alors il est à savoir qu'en fait ce jeu est déjà paru il y a un petit moment. Son auteur en fait, Régis Bonnecé, avait inventé un premier jeu qui s'appelait Marchand d'Empire. Ce jeu a été ensuite édité sous le nom Himalaya, et là c'est une réédition en fait, mais avec quelques modifications de règles qui le rendent encore plus fluide que dans sa version Himalaya. Évidemment, rethématisé en fait sur cet univers qui fait penser évidemment à l'univers d'autres jeux du même éditeur. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.